Bonjour à toutes et tous, bonjour Xavier, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Ça fait débat. Encore beaucoup de politique cette année, surtout dans cette rentrée, car ce sera probablement la sortie de François Bayrou. Le 8 septembre, lundi prochain, le Premier ministre va solliciter la confiance des députés. Et vous le savez, les rapports de force lui sont toujours aussi défavorables. Chronique d'une fin annoncée, Xavier. On en parle avec nos deux invités qui vont suivre ça et vivre cette journée du 8 septembre depuis l'Assemblée nationale. Voilà, et avec qui on va regarder l'actualité et tenter de se projeter, ce qui est un exercice un peu difficile. Edwige Diaz, député de Haute-Gironde, Rassemblement National, et Thomas Cazenave, député Renaissance de Bordeaux-Nord. Alors, Jefferson évoquait évidemment ce vote, cette confiance que va solliciter lundi François Bayrou. Au moment où on se parle, on peut se dire que c'est déjà un pari perdu. Qui se lance En tout cas, nous avons fait preuve de clarté. François Bayrou décide de poser une question aux parlementaires. Est-ce que vous avez confiance en moi ? La réponse du Rassemblement national, c'est non, monsieur Bayrou, nous n'avons pas confiance en vous. Parce que depuis que vous êtes Premier ministre, vous nous avez prouvé que vous n'étiez pas l'homme idéal pour redresser la situation de la France, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, pour relancer la compétitivité des entreprises. Et surtout, il n'a pas non plus conquis les Français, puisque je crois qu'il a une cote d'impopularité d'environ 80%. Donc maintenant, ça suffit. Il faut redonner un cap au pays et nous souhaitons donc non seulement que François Bayrou s'en aille, mais que Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale pour que les Français repartent aux urnes. On va en parler évidemment de cet aspect-là. Pari perdu, Thomas Cazenave. Pari suicidaire au fond. François Bayrou, il a décidé effectivement de poser cette question de confiance. Avec, je crois, hélas, pas beaucoup de suspense pour lundi. Bon, cette méthode lui appartient. Je pense qu'il y avait quand même un chemin pour tenter de trouver un accord. Et puis surtout, moi, ce qui me semble prioritaire, au-delà de la question de lundi prochain, c'est est-ce qu'on peut se permettre de laisser le pays sans cap et sans budget avant la fin de l'année. Je crois que la date la plus importante, c'est peut-être pas lundi 8, c'est le 31 décembre. Est-ce qu'on va revivre ce qu'on a vécu avec la censure de Michel Barnier, avec la nomination de François Bayrou et un budget adopté très tardivement, en février, avec des conséquences concrètes pour les élus locaux, les collectivités qui n'ont pas pu adopter leur budget, pour des entreprises très inquiètes en se disant mais quel est le cadre dans lequel on va s'inscrire, les PME, les TPE, les Françaises et les Français. Donc moi, ma préoccupation, au-delà du choix de François Bayrou de demander la confiance, qu'il n'obtiendra vraisemblablement pas compte tenu des positions des groupes d'opposition, c'est plutôt comment on s'assure et quel est le chemin pour redonner un peu de visibilité aux Françaises et aux Français. C'est ce qu'ils nous demandent tous les jours. On va y venir, mais Thomas Cazenave, vous l'avez dit, François Bayrou a présenté sa feuille de route budgétaire en juillet. Entre juillet et l'annonce surprise de ce vote de confiance, il ne s'est vraisemblablement rien passé, y compris dans le bloc central. Tout le monde le déplore. François Bayrou n'a pas décroché son téléphone de l'été pour tenter de trouver des passerelles. Alors qu'il est dans une situation qui est connue depuis la dernière dissolution, il n'y a pas de majorité. Est-ce que la responsabilité d'un Premier ministre, au-delà de demander un vote de confiance, c'est pas d'aller chercher des compromis, de trouver ces passerelles et d'aller dans la direction que vous venez de souligner, doter la France d'un budget? On a l'impression qu'il cherche d'abord sa sortie plutôt que de faire quelque chose qui aurait pu permettre de passer cette étape-là. Les discussions n'ont pas commencé cet été. Est-ce que vous, dans le bloc central, vous tombez de l'armoire en disant « mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? On a raté le coche ?» Non, mais ce qui est certain, c'est que sa décision, je crois, a pu surprendre tout le monde. Voilà, y compris, moi je suis... Les ministres n'étaient pas au courant. Voilà, donc c'est un secret pour personne. Je pense que ça a surpris tout le monde. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu beaucoup de discussions, effectivement, cet été. Je note juste que l'année dernière, à force de discussions et de compromis, on a réussi collectivement à se doter d'un budget. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc là, la question de confiance, hélas, risque à se traduire par le fait qu'un gouvernement va tomber. Mais ce qui est le plus important, je le redis, c'est renouer le fil du dialogue. La crise que l'on vit, on y reviendra peut-être, c'est une crise parlementaire. C'est une crise qui se joue à l'Assemblée parce qu'il n'y a pas de majorité. Et donc la solution, elle viendra à l'Assemblée avec des groupes responsables qui répondent à ce que nous demandent les Françaises et les Français, c'est de nous mettre d'accord pour au moins permettre au pays de se doter d'un budget
et un cap jusqu'en 2027. Et en 2027, on y viendra bien assez tôt, il y aura un débat entre des candidats, mais pour l'instant, les Françaises et les Français nous demandent, mettez-vous d'accord, trouvez des compromis, et donner un peu de stabilité au pays. Vous faites la même lecture, l'opinion, Edwige Diaz ? C'est l'échec des parlementaires ? Non, finalement. alors... Plusieurs choses à vous dire. J'ai entendu Thomas Cazenave prononcer plusieurs fois le mot de responsabilité. Donc c'est précisément, nous, la ligne qui nous anime au Rassemblement national. C'est pour ça que nous demandons à Emmanuel Macron, de lundi, si François Bayrou n'est plus Premier ministre, nous lui demandons de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer très rapidement des élections législatives. Ça peut être fait en 20 jours, c'est exactement ce qui s'est produit l'année dernière. Pourquoi une élection législative rapide ? Précisément pour que le résultat des urnes se transforme en la nomination d'un gouvernement qui pourrait être un gouvernement Rassemblement national. Et là, en fait, on aurait le temps, d'ici la fin de l'année, d'avoir un budget, non pas imposé par 49.3, comme nous en avons malheureusement l'habitude depuis 3 ans, mais un budget qui pourrait être pour la première fois depuis 3 ans voté par les parlementaires. Donc c'est pour cette raison que nous disons à Emmanuel Macron, soyez responsable, c'est le départ de M. Bayrou, la dissolution de l'Assemblée nationale, élection législative, formation d'un gouvernement, présentation et validation d'un budget avant le 31 décembre. Donc moi, je ne partage pas du tout l'agitation du chiffon rouge qu'essayent de faire les macronistes, mais c'est normal qu'ils soient dans cet état d'esprit. C'est parce que je pense que comme tout le monde, ils ont vu les sondages, même si le sondage ne fait pas l'élection, ils savent très bien que s'il y a une élection législative, ils perdront des parlementaires, donc ils essayent par là de sauver leur poste. Sur l'échec des parlementaires, sur cette incapacité à se mettre d'accord aujourd'hui dans le paysage actuel. Je voudrais donc rebondir sur le deuxième volet de la responsabilité dont vous avez parlé. Si nous sommes aujourd'hui avec cette configuration de l'Assemblée nationale, c'est précisément parce que l'année dernière, il y a eu les barrages anti-républicains, les barrages de la honte, qui ont fait que LFI a appelé à voter pour des macronistes et les macronistes pour LFI. D'ailleurs, ça s'est produit en Gironde. Il y a eu 5 circonscriptions dans notre département où il y a eu des désistements. Je pense à la 12e circonscription où le candidat macroniste Pascal Lavergne s'est désisté au bénéfice de Mathilde Feld, députée France Insoumise. Et en fait, Jordan Bardella avait annoncé ce blocage, cette paralysie de notre pays. C'est pour ça que je pense que beaucoup de Français ont regretté de s'être fait avoir par le catastrophisme, par l'agitation du chiffon rouge, et que je pense que en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, ces barrages de la honte fonctionneront beaucoup moins bien. Et c'est pour cette raison qu'avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, nous nous tenons prêts. Et oui, je pense que nous pouvons disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. En tout cas, Thomas Cazenave, juste une parenthèse, vous parlez derrière la volonté de la dissolution de l'Assemblée nationale du RN, il y a aussi une grosse ficelle, on l'a écrit dans Sud-Ouest, vous m'avez répondu d'ailleurs, c'est aussi, si il y a une dissolution et que vous l'emportez, la possibilité de régler la question de l'inéligibilité provisoire de Marine Le Pen. Vous avez dans les tuyaux au RN la proposition de loi d'Éric Ciotti, je présente le contexte pour ceux qui nous regardent, mais qui vise justement à interdire les inéligibilités provisoires, l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité. Là, vous avez le boulevard pour 2027 et remettre Marine Le Pen dans le jeu. On ne peut pas vous non plus poser cette question. Est-ce que ce n'est pas aussi le meilleur moyen pour vous que d'aller vers 2027 avec votre candidate préférée ? C'est très étonnant de voir nos adversaires politiques nous dire pendant des mois que nous avons été la béquille d'Emmanuel Macron en ne le censurant pas, soi-disant c'était pour sauver le poste de député de Marine Le Pen, et là voir nos autres adversaires qui disent si les RN veulent voter contre François Bayrou, c'est pour sauver Marine Le Pen. Non. Nous, notre action politique, elle n'est pas conduite par la volonté ou non de sauver Marine Le Pen. Marine Le Pen a indiqué qu'elle utiliserait toutes les voies juridiques et aussi législatives qui sont à la disposition, parce que nous sommes dans un état de droit, mais surtout, en fait, Marine Le Pen a dit que jamais sa situation personnelle n'aurait d'impact sur sa situation politique. Donc, en fait, c'est une ligne que nous avons adoptée depuis des années. Moi, je crois, comme toutes les personnes qui connaissent Marine Le Pen, dans sa sincérité, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement de notre pays et être au service des Français. Non, mais moi, je suis quand même assez frappé quand vous parlez de dissolution. En fait, c'est un truc très orienté pour les partis. Les Françaises et les Français ne nous demandent pas du tout de retourner devant les urnes. Ils nous disent qu'ils sont inquiets par l'incertitude. Le brouillard. Il y a un sondage quand même qui dit que les Français sont désormais prêts pour la dissolution. Le brouillard. Non, mais je vous ai laissé parler très largement. Le brouillard. Et là, on nous propose quoi ? De repartir
devant les Françaises et les Français. Et je vous le dis, contrairement à ce que vous avez dit, Madame Diaz, s'il y a dissolution, il n'y aura pas de budget avant la fin de l'année. Ce n'est pas vrai. Il y a un calendrier, parce qu'il y a un calendrier organique, il faut laisser au moins 70 jours au Parlement. C'est début octobre que vous pouvez, le dernier délai pour déposer en Conseil des ministres. Nous sommes début septembre, entre le moment où vous organisez l'élection, le moment où vous formez un gouvernement, le moment où vous préparez un budget, parce que, Madame Diaz, il ne faut pas croire, vous n'arrivez pas au pouvoir, le budget, il n'est pas prêt. Il faut écrire un projet de loi de finances. Et donc, ne faites pas croire qu'avec une dissolution, on va résoudre tous les problèmes et qu'on aura un budget avant la fin de l'année. Par ailleurs, vous faites l'hypothèse que vous arriveriez avec une majorité absolue. Je veux dire, les Françaises et les Français, ils ont voté il y a 1 an. Vous contestez un peu le résultat de ces élections. Moi, je considère qu'il y a eu des élections. Elles se sont parfaitement déroulées. D'ailleurs, j'ai présidé une commission d'enquête sur l'organisation des élections qui permet de dire que les élections dans notre pays, elles sont bien organisées. Le résultat ne vous convient pas. Vous citez un certain nombre de circonscriptions. Donc, premier élément, si on rentre dans une dissolution, on rentre dans une incertitude maximale. Les chefs d'entreprise, les élus locaux, les Françaises et les Français, ils nous disent non, excusez-moi, nous, on veut de la stabilité, on veut de la prévisibilité. Et là, vous nous amenez dans une situation complètement inconnue. D'autre part, je le dis, ce qu'ils nous demandent concrètement, l'Assemblée, elle est telle que l'ont souhaité les Françaises et les Français. Par contre, il faut qu'un certain nombre de formations politiques se mettent d'accord, comme on l'observe dans d'autres pays, dans d'autres démocraties parlementaires. On croit qu'on peut y arriver, les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il n'y a pas de dissolution, ce qui semble être votre scénario préférentiel. Qu'est-ce qui nous dit que demain on pourra s'entendre, ce dont on a été totalement incapable, 4 premiers ministres depuis 2022 ? C'est pas tout à fait vrai, puisque le dernier budget a été adopté grâce à un accord de non-censure avec un certain nombre de groupes politiques. Le Parti socialiste. Avec le Parti socialiste, qui ont souhaité négocier un certain nombre de choses. Pourquoi ? En disant on ne peut pas censurer une nouvelle fois, on ne peut pas jeter la France dans l'inconnu, on ne peut pas continuer dans cette instabilité. Voilà, je pense que ce qui a été possible il y a 1 an est de nouveau possible. Mais il faut se mettre autour de la table. Je le dis, le sujet, cette assemblée éclatée, il faut que nous prenions nos responsabilités, nous discutions ensemble. Moi, je vais vous dire, je rencontre des gens de droite, de gauche, du centre qui me disent tous « entendez-vous ». Justement, Thomas Cazenave, est-ce que, et ce sera la même question pour Edwige Diaz, est-ce que la feuille de route de François Bayrou, s'il tombe lundi, est toujours valable pour vous, avec notamment une mesure qui a cristallisé tout l'été, c'est la suppression des 2 jours fériés. Là, il y a unanimité contre cette mesure. Dans tous les groupes, ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je vous poserai la question, Edwige Diaz, juste après, mais on en fait quoi de cette feuille de route, de ces 44 milliards d'euros d'économie ? Thomas Cazenave, vous avez été ministre du budget. Vous avez vu quel était l'état de la dette ? Oui, on l'a suffisamment reproché d'ailleurs. Premier élément. D'abord, vous l'avez dit, moi je n'étais pas favorable avec toutes les mesures des propositions du Premier ministre. Par exemple, je ne suis pas d'accord du tout avec les 2 jours fériés. Je considère qu'on doit soutenir le travail et quand on travaille plus, on doit pouvoir en retirer un bénéfice. Voilà, un salaire. Donc j'étais parfaitement opposé à cette mesure. Ce qui montre bien qu'on peut se dire on a besoin de stabilité, mais qu'on peut négocier, il y a des mesures qui vont pas. Donc ça, c'est le premier élément. Je considère que si le Premier ministre tombe et qu'il y a un nouveau Premier ministre, il faut repartir un peu à zéro. Il y aura, est-ce que c'est 44 milliards d'économies qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut un certain nombre de mesures fiscales ? Comment on fait pour sauvegarder la création d'emplois dans notre pays, sa réindustrialisation ? Donc ça va prendre un peu de temps et c'est la raison pour laquelle je considère qu'une dissolution nous amènerait dans un autre calendrier qui ne nous permettrait pas du tout de tenir cette échéance avant la fin de l'année. Alors justement, Edwige Diaz, puisque si on doit reconnaître un mérite à François Bayrou, c'est qu'il a inscrit un sujet en tête de gondole, c'est la dette. Cette dette et évidemment les économies qu'il faut faire. On parlait de plus de 40 milliards d'années. En fait, quelle est la réponse politique à cette dette ? Qu'est-ce que vous proposez, vous, au Rassemblement national ? Demain, dans l'hypothèse d'une dissolution, vous arrivez au pouvoir, vous faites 44 milliards d'économies sur le prochain budget, vous rétablissez, je ne sais pas, vous mettez en place la taxe Zuckman, il y a un vrai débat sur les hauts revenus dans ce pays. Qui paie ? Comment on fait ? Comment on répartit équitablement ? C'est peut-être ambitieux, mais comment on répartit l'effort ? Alors, depuis 3 ans que nous sommes à l'Assemblée nationale, systématiquement, nous avons présenté des contre-budgets.
Donc l'année dernière, nous en avons présenté un. Cet été, Marine Le Pen a écrit à François Bayrou précisément pour lui rappeler quelles étaient nos mesures afin de redresser les finances publiques. Il y a bien sûr un gros travail à faire sur la question de l'immigration, sur les aides sociales qui sont accordées aux immigrés. Il y a aussi la question des agences de l'État qui servent essentiellement à recaser des ministres remerciés ou des députés battus. Vous avez aussi la contribution de la France au budget de l'Union européenne, le coût des énergies intermittentes. Voilà, en fait, il y a tout un tas de mesures que l'on peut mettre en place qui n'ont jamais, qui sont de bonnes idées, plébiscitées par les Français, qui n'ont jamais été soutenues par nos adversaires politiques. Et c'est pour ça que je rigole doucement quand j'entends les adversaires politiques disent « oui, on est prêt à travailler ensemble ». Non, c'est faux. Je veux dire, nous, ça fait 3 ans qu'on subit le sectarisme à l'Assemblée nationale, qu'à chaque fois que nous proposons une mesure, elle est rejetée juste parce qu'elle vient du Rassemblement national. Vous voulez supprimer quelles agences, par exemple? Et je veux juste... mais quelles agences attendez, je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit. La question... vous savez, si vous... Lesquelles? Je pense que vous avez assisté, ou au moins vous avez suivi, quand on a voté la loi sur la simplification économique. Nous avons proposé quasiment 100 amendements précisément pour supprimer des agences, des comités de modules, etc. Quelles agences vous voulez supprimer, Madame Diaz? Soyez concrète. Est-ce que c'est les CROUS? Est-ce que c'est les universités? Non, évidemment, c'est pas les agences régionales de santé? Ça peut être l'OFB, ça peut être l'ADEME, ça peut être les Césaires. Donc vous voulez supprimer l'ADEME? Ben oui, monsieur, parce qu'en fait, je considère... Je pose la question. Comme 44 milliards, je veux dire, 44 milliards, c'est beaucoup d'économies. Oui, mais très bien, monsieur. Mais en fait, je viens de vous en lister toute une partie, mais j'aimerais bien, en fait, que vous creusiez. En plus, vous étiez ministre du budget, et je pense que quand on a à votre actif, et c'est pas du tout pour vous attaquer personnellement, mais quand vous étiez ministre du budget, la dette a augmenté de 256 milliards d'euros quand vous étiez en poste. Donc, pardon, mais vos leçons de responsabilité économique, je pense que vous pourriez me les épargner. Et simplement, je veux juste... Attendez, non, parce que vous m'avez coupé. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit, sur la question de l'incertitude, de l'instabilité et de la prévisibilité. Vous voyez, ce qui crée l'inquiétude chez les chefs d'entreprise, et d'ailleurs, ils sont 17% seulement dans notre département en Gironde à avoir confiance en l'économie nationale. Ça veut dire que l'immense majorité craint pour l'avenir. Et c'est normal, parce qu'en fait, l'incertitude, elle n'est pas créée par le Rassemblement national, elle est créée notamment par l'augmentation, la création de taxes qui systématiquement a été créée par les macronistes et par les promesses non tenues. Vous voyez, en 2022, Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, déclare qu'il va supprimer la CVAE. La CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On nous dit finalement, en 2024, elle sera supprimée. En 2023, on nous dit, elle sera supprimée partiellement. Et puis finalement, on se rend compte que l'exonération totale de la CVAE sera reportée. Elle a été reportée dans le dernier budget par 49.3 en 2030. Donc vous voyez, en fait, ce sont ces promesses non tenues qui créent l'incertitude. Et la création de taxes, je vais penser à 2 taxes. Il y a quand même un peu trop la taxe LGV, c'est une taxe surprise, en fait, que vous avez décidé de créer. La taxe sur le versement mobilité régionale et rurale. Ça aussi, c'est une taxe surprise. Et c'est ça, en fait, qui pénalise la compétitivité de nos entreprises et qui crée de l'incertitude chez nos entrepreneurs. Bon, moi honnêtement, j'ai toujours pas compris comment vous faisiez 44 milliards d'euros d'économie. Alors, vous pouvez relire votre petit cahier, le petit cahier rouge du Rassemblement national. Vous savez que j'ai raison et que vous avez échoué. Non, je vais vous dire, moi j'ai quelques souvenirs. Quand on a dû couper dans les dépenses de l'État de 10 milliards d'euros, les premiers à nous tomber dessus, vous en faisiez partie. Mais vous faites pas les bonnes. Je vais vous dire, c'est jamais les bonnes. Quand on vous pousse un peu dans vos retranchements, je vous dis, alors quelles agences vous supprimez? Vous m'avez parlé de l'ADEME, et alors pour les spécialistes, de l'Office français pour la biodiversité. Oui, c'est ça, quelques dizaines de millions d'euros de budget. Voilà. Et le Césaire, et donc vous allez me dire... Et la contribution au budget de l'Union européenne. Madame Diaz, j'ai été extrêmement élégant vis-à-vis de vous. Vous ne me laissez pas terminer. Et je vais vous dire, Madame Diaz, soyez un peu respectueuse du débat. Voilà, on se retrouve à l'Assemblée nationale où il est impossible. Je vous ai écouté patiemment, vous avez lu un certain nombre de choses, voilà, et je vais vous dire, donc d'une part, je n'ai toujours pas compris comment vous faisiez des économies. D'autre part, j'ai le souvenir de vos amendements, excusez-moi, dépensiers. La première, c'est passer la TVA à 5,5 sur tous les produits énergétiques. 15 milliards d'euros. Ensuite, Jordan Bardella qui a dit tous les moins de 30 ans, pas d'impôt sur le revenu. Oui, c'est pour éviter les... Voilà, mais c'est pour... Alors tout ça, Madame Diaz, tout ça, c'est de la dépense supplémentaire. Et en face, alors on me dit en face, je vais supprimer plein d'agences. Alors on a compris l'ADEME,
l'OFB et des agences associés, c'est 80 milliards d'euros. Donc je ne vais pas vous les lister, mais je pense que vous êtes abonné à contribuable Madame Diaz, Madame Diaz, on peut quand même. Je vais vous dire, les Français, ils n'attendent pas ça. Ils attendent qu'on débatte. Donc je vous ai, Madame Diaz. Moi, ils m'ont réélu, je vous assure, comme que les macronistes partent. Donc moi, j'ai eu aucun problème et j'ai pas été élu sur un front républicain. J'étais dans une triangulaire. Moi donc il n'y a aucun sujet. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand je vous demande les économies, vous me dites des agences. Bon, j'ai compris. 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros. Il n'y a pas. Et d'autre part, je vais vous dire, mais non, tout ça est un énorme mensonge parce que les agences, c'est quoi ? Les universités françaises. 80 milliards d'euros selon les agences, vous les supprimez ou pas ? Les universités, vous les supprimez ou pas ? Mais je vous ai pas dit les plus grosses agences. Non, mais voyez, ce n'est pas vrai. Deuxième élément. Pourquoi les Français vous détestent ? Regardez. Deuxième élément. Vous voulez supprimer. Vous devriez écouter, honnêtement. Vous ne faites pas honneur au débat. Et le deuxième élément, c'est le financement, effectivement, de la France à l'Union européenne. Voilà, c'est ça que vous dites. Donc, je vais vous dire, je dis à tous les agriculteurs demain, avec le Rassemblement national au pouvoir, il n'y a plus de politique agricole commune. Mais c'est faux, parce que vous croyez que vous allez continuer. Vous pensez que vous allez continuer à obtenir le moindre financement européen, l'arrachage des vignes. Arrêtez. Ici, en Gironde. Mais laissez-moi terminer. L'arrachage des vignes ici en Gironde a été cofinancé par l'Union européenne. Et le jour où vous dites je ne finance plus l'Union européenne, vous ne serez aidé en rien. Dont les viticulteurs, ils vous remercieront. Non, parce que vous assénez une liste de mesures qui n'existent pas, Madame Diaz. Et donc ça, c'est la supercherie du Rassemblement national qui le matin dit on peut faire des économies et le soir combat chacune des économies qu'on a mis sur la table. Thomas Cazenave, comment vous y répondez à ça ? Et parce qu'il y a quand même une nécessité, il y a un mur de la dette qui est posé, et là le diagnostic il est complètement présent, sauf qu'on a vu apparaître cet été, à la lueur du silence de François Bayrou notamment, un sentiment d'injustice. C'est le mouvement du 10 septembre qui arrive, dont on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, puisque c'est mené sur les réseaux sociaux. Simplement, la notion d'injustice, Thomas Cazenave, comment on y répond ? Et ce sera la même question pour Edwige Diaz. Écoutez-vous, il nous reste 2 minutes de débat. Simplement, la question de l'injustice, comment on fait quand on est un responsable politique avec un mur de la dette pour y aller ? D'abord, moi je vais écouter tout le monde et franchement j'ai écouté avec beaucoup d'attention Madame Diaz, c'est pas réciproque et je le regrette parce que je pense que les Françaises et les Français ils demandent autre chose de notre part. Sur la question des efforts partagés, oui je pense il faut faire des économies. Il faut l'assumer, les dépenses de l'État, je le dis, le problème c'est que dès qu'on fait des économies, tout le monde se dresse contre les économies qui sont demandées. Dans les dépenses de fonctionnement de l'État, moi j'ai proposé de créer une grande foncière de l'immobilier d'État, de réduire de 25% les surfaces. Donc on a tout un tas de pistes sur lesquelles... Mais également les élus locaux. Les collectivités territoriales doivent participer à cet effort. Et ensuite, collectivement... Non mais dans les propositions qui sont sur la table, elles le refusent très souvent. Bon. Et troisième élément, il faut qu'on crée plus de richesses. Il faut qu'on soit plus nombreux à travailler. Regardez pourquoi l'augmentation, les fameux 1000 milliards de dettes, évoquent très souvent, et vous en avez la moitié, c'est les dépenses de retraite. Donc on a un système avec l'effondrement démographique qui n'est plus tenable. Et donc on doit continuer à créer plus de richesses, être plus nombreux à travailler pour permettre de soutenir le modèle social auquel nous sommes attachés. La taxation des très hauts revenus. Mais alors, je vais vous dire, je suis très favorable à une mesure spécifique sur les très riches. Il y a une centaine de personnes qui y échappent. Mais je vais vous dire la réalité, c'est pas très populaire ce que je vais dire. Si on est tout seul à le faire, le lendemain, ils sont partis. Il faut faire comme on a fait avec les multinationales, une taxation minimale des plus riches en Europe pour s'assurer qu'ils contribuent. On l'a fait pour les multinationales, dans le cadre de l'accord de l'OCDE. Mais si on le fait tout seul dans notre coin, on va se faire plaisir. Et le lendemain, s'ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe ? Les contribuables sont perdus et on aura récolté 0 €. Donc pour ça, il faut qu'on ait un accord européen et même un accord sous léger. Mais oui, mais sinon, honnêtement, on vend du rêve, ce sont des chimères. Voilà, et moi je fais la politique dans le réel. Alors le réel, il nous reste 1 minute. Edwige Diaz, la question du 10 septembre et de l'injustice qui accompagne ce mouvement. Au Rassemblement national, vous dites liberté de choisir. Qu'est-ce que vous dites ? Parce qu'on s'en rapproche et on aura probablement
soit plus de Premier ministre, soit un nouveau Premier ministre. S'il y a un nouveau Premier ministre, vous lui donnez sa chance, ou vous dites continuez comme ça? Non, mais en fait, la question, c'est pas le casting, la question, c'est la politique qui est menée. Pardon, mais je veux dire, les macronistes ont créé 1 000 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis qu'Emmanuel Macron est rentré au gouvernement. On nous avait promis des Mozart de la finance, on se demande où ils sont, en tout cas, ils sont certainement pas au gouvernement. Donc, bien sûr qu'il faut mettre fin à ce matraquage fiscal, remettre en place de la justice sociale, mais c'est pas avec ceux qui ont créé la situation conflictuelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui qu'on va régler les problèmes de demain. C'est pour ça que je le dis, la seule issue, la seule voie pour redonner un cap, une visibilité, une stabilité à notre pays, c'est un retour aux urnes. Moi, je n'ai pas peur de retourner devant le peuple. C'est ça en démocratie, de redonner la parole au peuple. Et donc oui, il faut une dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est la seule chose qui nous permettra de redonner aussi de l'espoir aux Français et de mettre fin au saccage des finances publiques. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, cette dissolution, on verra si elle a lieu, mais elle est entre les mains du président de la République. Et pour l'instant, nous avons encore un Premier ministre. On se retrouvera, nous, mardi, pour décrypter cette journée de lundi. Effectivement, à chaud. On a bien compris les différentes propositions. Merci Thomas Cazenave, député Renaissance. On le rappelle, vous êtes aussi engagé sur une municipale à Bordeaux. Edwige Diaz, pas de municipale pour vous, mais sait-on jamais. Merci Xavier. Et on se retrouve la semaine prochaine. Vite.